Alors pour commencer, donc, nous allons reprendre le mystérieux monument de Kökritgan-Kala là où nous l'avions laissé, c'est-à-dire en plein milieu de son mystère, mystère que je ne prétends pas pouvoir résoudre. Je donne les éléments qui permettent de proposer l'une ou l'autre interprétation, funéraire ou militaire, ou purement militaire. Je n'ai pas actuellement les moyens de trancher. Peut-être la lumière viendra à l'occasion de nouvelles discussions avec les collègues là-bas. Donc, j'ai rappelé d'abord les arguments qui avaient été proposés en faveur de l'interprétation cultuelle funéraire, et notamment la recherche évidente d'une isolation croissante, d'une part, de cette moitié ouest et d'une part au sein de cette moitié de cette pièce qui, dès le début, a été prévue sans soupirail extérieur. Les doutes qui peuvent surgir, notamment les incertitudes quant à la destination véritable de l'étage supérieur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a brûlé. Alors, pour les uns, bûcher funéraire, pour les autres, un bâtiment qui était en partie en bois, mais dont l'incendie aurait pu être accidentel ou militaire. Et puis, l'autre argument qui permet d'avoir des doutes sur Alors oui, ça c'est un argument favorable à la thèse funéraire, c'est le fait que ce plan en croix inscrite est récurrent dans les mausolées du bas Sirdaria sur une longue période, et que ça pourrait être là, que dans ces régions, que les élites politiques, enfin au moins la dynastie chorasmienne avait ses attaches. Je vous l'ai dit, au moment de l'incendie, les énormes voûtes de l'étage du dessous se sont en grande partie effondrées. Puis il y a eu des tunnels, tout a été pillé, mais alors ce qui paraît vraiment assez invraisemblable, c'est que on n'a strictement rien retrouvé de reste d'objets précieux qui auraient dû normalement accompagner ce type de sépulture, alors que quand une sépulture est pillée, surtout dans des conditions comme celle-là, après une destruction de la structure, il y a toujours quelque chose qui échappe au pillard. Bon. Alors le matériel, je l'ai dit, il est intéressant, il n'est pas spécifique à Kökritgan-Kala. On retrouve ce type de décor à cette même époque contemporaine de l'époque hellénistique sur d'autres sites du Khorezm, notamment un site assez intéressant, Kala-Legir 2, pas un dont on a parlé, mais deux dont je n'aurai pas l'occasion de parler cette fois-ci, cette année. Donc des thèmes qui visiblement sont influencés par le mode de vie aristocratique du Sud, avec des scènes de banquets, de harpistes. Ces trônes qui sont en réalité des banquettes, donc tout à fait typiques de la façon de banqueter du Proche-Orient. C'est encore un sujet de type, on pourrait dire peut-être dionysiaque, enfin en tout cas lié au thème du banquet. Et puis le thème pittoresque des grilles, ces êtres composites, qui est une mode venue du monde hellénistique. Mais ça permet pas, on ne peut pas dire, bien que ça a été dit, que de tels vases, qui sont en réalité des gourdes plates à boire, aient eu une destination cultuelle à cause du décor qu'elles présentent. Alors, un autre contre-argument, c'est que ce type de plan qu'on appelle en peigne, avec de très longs corridors, se retrouve plus tard dans d'autres monuments où là on est sûr qu'il n'est pas militaire. C'est tout simplement la façon d'aménager les rez-de-chaussée de petits forts, parce qu'évidemment ces longs corridors se prêtent très bien aux fonctions de stockage. Et voilà. Donc ici, voilà un fort qui a été fouillé par ma mission, par Claude Rapin, à Sangir-Tepe, près de Charissab, au sud de Samarcande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce fort a exactement les mêmes dimensions que Kökritgan-Kala, que le monument central de Kökritgan-Kala, c'est-à-dire 40 mètres, avec des tours. Ouais, bon, elles n'ont pas toutes été trouvées, mais évidemment, il y en avait tout autour.
Et puis, ce type de plan à long corridor, et c'était le rez-de-chaussée, et il y avait un étage résidentiel qui ne nous est pas parvenu. Et puis, on trouve aussi, alors voilà, une comparaison entre donc Köykrilgan-Kala et un monument de l'oasis de Tachkent, Shashtepa, où on a très nettement un plan de type croix inscrite, vous voyez, assez régulier, avec des branches et puis des corridors, à l'intérieur d'un cercle. Là, le raisonnement, c'est un monument qui, par sa fouilleuse, Margarita Filanovic, est daté très tôt, 2e siècle avant, enfin, qui serait... En réalité, le raisonnement est circulaire. Comme ça ressemble à Köykrilgan-Kala, on le date comme Köykrilgan-Kala, et on dit que ça a la même fonction que Köykrilgan-Kala, c'est-à-dire une fonction cultuelle. Il n'y a rien qui permet de penser que ce monument soit aussi ancien, et par ailleurs, il n'y a rien non plus qui permet de penser qu'il est cultuel. Je pense avec d'autres collègues que c'est comme à Sangir Tepe, ce sont ces monuments, ces petits forts avec des pièces de stockage en bas. Voilà. Alors, disons, si on essaie d'élever un peu la réflexion sur la fonction d'un monument tel que Köykrilgan-Kala, il faut tout de même poser la question de savoir si c'est bien un monument funéraire de tradition, dont les traditions seraient à ce moment-là à chercher dans le monde de la steppe. Ce type de funérailles royales est-il compatible avec la religion officiellement professée par la royauté? Alors, en principe, non, puisque, on va le voir dans un instant, on a des indices directs de ce que le zoroastrisme est présent dans le milieu royal du Khorezm à cette époque. Or, dans la religion zoroastrienne, on va être amené à en reparler donc là dans un instant, on pratique le décharnement des corps, on recueille les os, et on n'est pas censé, aucun mobilier funéraire n'est censé accompagner le défunt dans l'au-delà. Alors, bon, il se pose tout de même le problème qui n'a jusqu'à présent jamais été résolu, du type de sépulture que recevaient les rois achéménides, parthes ou sassanides. Pour les rois achéménides, on a leur tombe, mais on ne sait pas sous quelle forme ils étaient dedans. On a le témoignage d'Hérodote qui dit qu'ils étaient embaumés. Là, ce serait en principe contradictoire avec le zoroastrisme, puisqu'il ne faut pas conserver le corps après la mort. Par définition, si on garde le corps après la mort, le mort va être entraîné du côté des démons. Le corps, sauf que le corps est rendu imputrescible, mais là, on n'a aucun texte qui prévoit ça. Pour les Sassanides, on a des traditions sur le fait qu'il y avait des mausolées. On est quasi certain d'avoir retrouvé la tombe de Shapur Ier dans la montagne avec une statue colossale du roi. Alors les traditions beaucoup plus tardives d'époque islamique nous parlent d'une visite du calife Al-Mamoun au corps embaumé du grand Khosrow Anushirvan qui aurait été paré de tous ses ornements. Ça ressemble tout à fait aux histoires sur les visites au tombeau de Charlemagne à la même époque en Occident, et ça n'a peut-être pas davantage de base factuelle. Une incise qui, au point où on en est parvenu, est nécessaire. Après tout, est-ce qu'on a le droit qu'est-ce qui permet de supposer que le Khorezm était la religion à cette époque pratiquée que le zoroastrisme était à cette époque la religion pratiquée au Khorezm? On a des raisons très solides, et ces raisons, on ne les a pas depuis très longtemps. En fait, on les a eues après Tolstov, qui lui avait posé en axiome que le Khorezm était une des vieilles terres de fondation du zoroastrisme. D'une certaine façon, au moins pour ce qui est, disons, à partir du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, l'époque où on se situe là, ça se confirme. Alors, l'argument aujourd'hui absolument décisif, c'est ce qu'on appelle le bol d'Issakovka.
Alors, ce bol d'Issakovka, il a été publié il y a quelques années par Lifshitz. Alors, voilà, comment est-ce qu'il se présente? C'est clairement un bol d'argent de fabrication achéménide, ou au moins de type de modèle achéménide. C'est par la forme tout à fait identique à la vaisselle d'apparat, dont certains exemplaires d'ailleurs portent des inscriptions de souverains achéménides. On en a au British Museum. Enfin, aux dernières nouvelles, l'une des inscriptions serait fausse. Elle aurait été faite par Ernest Herzfeld. Mais le vase est authentique. Bien. Alors là, voilà le bol d'Issakovka. Il a été trouvé avec un autre dans une tombe, pas au Khorezm, il a été trouvé là où on trouve souvent l'argenterie des peuples d'Asie centrale, c'est-à-dire dans des tombes de l'Oural ou de la Sibérie. En l'occurrence, c'est en Sibérie, près de Omsk, une tombe du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, et il porte sur le rebord une inscription, la plus ancienne inscription chorasmienne, vraisemblablement la plus ancienne inscription chorasmienne connue, que Lifshitz, par la paléographie, date de la fin 3e ou courant 2e siècle avant Jésus-Christ. Bon, on peut peut-être chipoter un peu, mais enfin, ces arguments, c'est que l'écriture est extrêmement proche de l'araméen d'Empire utilisé par la chancellerie achéménide. Maintenant, la langue c'est vraiment la phase de transition. C'est encore plus archaïque, encore plus proche de l'araméen de ce point de vue-là que ne sont les documents de Nisa. C'est-à-dire que presque tout est écrit en araméen, mais il y a un certain nombre de termes techniques et surtout les noms de personnes sont notés. Sont iraniens. Alors, on pourrait dire, oui, d'accord, ils sont iraniens, mais dans les documents purement araméens, on a aussi des noms iraniens. On a même des documents araméens en Égypte qui parlent de troupes du Khorezm. Mais, en l'occurrence, il y a des compléments phonétiques à ces mots qui indiquent la volonté de noter la flexion proprement iranienne. Donc, ce n'est pas de l'araméen, c'est déjà du khorasmien. Et, alors, le contenu est extrêmement intéressant et ne pose pas, en fait, pour une inscription dans aussi isolée, par chance, ça ne pose pas de très gros problèmes de déchiffrement. Alors, je lis d'abord l'ensemble du sens que propose Lifshitz et ensuite je vais commenter quelques mots particulièrement importants. Alors, ce bol de cérémonie, donc Watikan, ce serait le bol de cérémonie, vient de, c'est la particule notée en araméen, mais en fait qui note la préposition iranienne à hacha, vient de Varzawan, fils de Tahumak, Tahumakorn, le suffixe de dérivation des patronymiques en iranien, Varzawan, fils de Tahumak. Alors ensuite, une formule stéréotypée qui, en fait, et maintenant voici, ça introduit en fait le discours direct au sein de l'inscription. Et là, j'ai traduit en fonction de l'ordre des mots. Au seigneur roi, seigneur Mrai, roi Malka, c'est-à-dire Mrai qui note un titre local, on ne peut pas dire lequel c'était en khorasmien, plus tard en sogdien, ce sera Rouf ou ce sera... ici, ça pourrait être Vbag, en fait, le seigneur. Malka, le roi, alors, vraisemblablement, un mot de la famille du mot Shah, du roi. Amurzam, fils du roi, Bar Malka, Wardan. Il y a une dynastie. Ce bol, sous-entendu, a été offert, le 3 Frawardin. Vous voyez le dernier mot. Alors, là, c'est vraiment... là, le sens, c'est une inscription magnifique dont l'importance historique pour l'histoire de la religion du Khorezm n'a en fait pas été véritablement comprise. C'est très curieux parce que Lifshitz a donné dans sa publication tous les éléments qui permettaient de commenter. Alors, le bol de cérémonie, donc c'est le mot Watikan,
enfin, qui est en fait, alors c'est pas connu en iranien, mais il y a un mot védique, viti, qui veut dire nourriture sacrificielle ou nourriture de cérémonie. Et donc ça va avec le mot tasht. Tasht, alors là, c'est un mot iranien connu qui veut dire une coupe, un bol. Donc cette coupe cérémonielle, avec un dérivé en kana, kani, bien. Alors ensuite, on a donc le nom Varzavan. Bon, alors c'est typique de l'onomastique iranienne. Varz, c'est Berza, c'est grand. Bon, Tahummak, alors là, il y a un petit problème sur le nom, mais enfin, ça se retrouve par ailleurs. Le nom du roi, Amurzam, ça veut dire, en fait, c'est la racine qui veut dire compatir. C'est la même racine qui est utilisée pour le persan Amurzidan, pardonner. Hein. Et alors, il est le fils du roi Vardan. Vardan, alors c'est un nom qu'on retrouve chez les rois parthes, et aussi en Arménie, beaucoup. Ça peut avoir deux origines, ça peut être la rose, ou ça peut être l'enseignement. Mais enfin, il est clair que c'est un mot typique de l'onomastique iranienne. Alors, il a été donné Mazdahi. Alors, Mazdahi, c'est Mijdahe, en don à lui. Donc, c'est un groupe qui veut dire en don à lui, en récompense à lui. Alors, le He final, qui est noté donc là, c'est le pronom enclitique de la troisième personne du singulier. Et Mijda, mot bien connu, c'est la vestique Mijda, le salaire, la récompense. C'est utilisé notamment pour désigner la rétribution du prêtre. Bien. Et puis c'est également le bienfait qu'on obtient des dieux. Mais ici, il est clair que ce n'est pas d'un dieu que le bienfait a été obtenu, c'est d'un noble. Enfin, un noble, quelqu'un qui s'identifie fils machin, fils d'eux, c'est clairement un personnage de la cour. Alors, surtout, donc la fin, le jour 3, Frawardin. Alors, Frawardin, c'est le premier mois de l'année zoroastrienne. C'est le mois, ce qu'on en Pélévi Frawardigan, en persan, dans le calendrier persan actuel, Farvardin. C'est le mois des Fravarti, c'est-à-dire autrement nommé les Fravachis, c'est les esprits des morts. C'est le premier mois de l'année où on célèbre le retour des âmes des morts. Et donc c'est le mois où, au début de ce mois, tombe le cycle cérémoniel du Nouvel An qu'on appelle le Nowruz, aujourd'hui, et qui existe encore, que les Iraniens et les gens d'Asie centrale ont célébré il y a une quinzaine de jours. Et le cycle du Nowruz durait 6 jours. Et là, on est le 3. Et alors, bon, évidemment, il est difficile d'utiliser très précisément le témoignage d'Al-Biruni, qui écrit beaucoup plus tard et qui se réfère en fait probablement à l'époque sassanide tardive. Mais enfin, il est intéressant de noter que d'après Biruni, le 3 Frawardin, le roi sassanide recevait les chefs du clergé et de l'armée. Et le 3 Frawardin, au Khorezm, au IIe siècle avant Jésus-Christ, un noble a offert cette coupe cérémonielle au roi. C'est clair, c'est les échanges de dons du Nowruz. Le roi reçoit des présents et il les redistribue. Donc là, on a, s'il fallait un document qui scelle la question de l'appartenance zoroastrienne des rois du Khorezm à cette époque, ce document, il est là. Alors, on a d'autres éléments qui permettent de supposer, disons, une présence au moins officielle, et pas seulement officielle, substantielle, de la piété zoroastrienne au Khorezm à cette époque. Ce sont les noms de personnes. Alors, il se trouve qu'on a 2 séries de documents qui comportent beaucoup de noms de personnes. Une série qui est donc au site de Kalalegir II, sur lequel j'ai dit un mot. Alors, c'est une série qui s'étend assez largement dans le temps. Ça irait de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après. Et puis, on a la série des documents de Toprak Kala, qui est en fait le site qui a pris la suite de Kazakliat Khan, la première capitale dont je vais commencer à parler tout à l'heure. Les documents de Toprak Kala, c'est la deuxième moitié du IIIe siècle de notre ère.
Donc si on prend, et on a des noms de personnes au Khorezm par ailleurs plus tard, mais là je me confine, disons, aux documents qui concernent la période antique, dans laquelle nous nous situons là actuellement. J'extrais, c'est pas moi qui les ai extraits, c'est Lifshitz qui a très bien fait le travail dans son commentaire des documents qu'il a publiés. J'extrais des noms propres, leurs composants divins. Alors évidemment, très généralement, c'est toujours suffixé. Il y a le diminutif ak, alors on a sru, shak, où on a warshu, dat, donné par le dieu Oxus. Bon, ben voilà, les noms qu'on extrait, c'est ceux-là. J'ai mis en rouge ceux qui correspondent à un mois du calendrier. Donc, ouais, on a attesté Mitra, Srosh, Rashn, Ma, le dieu de la lune, Vayu, le dieu de l'espace atmosphérique, Vohumana, qui est l'un des archanges. Donc, on est vraiment là non seulement dans une onomastique iranienne lato-sensu, mais dans une onomastique proprement zoroastrienne. Tyr, le dieu de la pluie, Adur, le dieu du feu, Hom, le dieu du Haoma, qui est la liqueur rituelle qu'on utilise encore aujourd'hui, et la déesse Anaïta. Alors, on a par ailleurs des noms sur Farn et Ard. Alors, Farn, c'est donc, j'étais amené à en parler, donc c'est le principe du charisme, la prospérité, la gloire, tout ce qu'on veut, une sémantique très large. Mais alors, évidemment, quand on trouve Farn dans un nom de personne, ça peut être une manifestation de piété envers le dieu Farn. Mais la notion a un champ sémantique si large que ça peut tout simplement référer à la notion. Bien. Pareil quand on a le mot Ard. Ça peut être évidemment un abrégé de deux noms de divinité, l'un qui est Ashavahishta, qui est l'un des grands archanges, et l'autre Ashivanui, déesse féminine, de la déesse de l'abondance, très très populaire au sud, en Bactriane, sur les monnaies Kushan, où on l'appelle Ardoksho. Mais bon, quand on a un nom avec Ard, ça peut être aussi le principe qui sous-tend le nom d'Ashavahishta, qui est le principe du Rita, qu'on a longtemps traduit justice, et que maintenant, avec Kellen, sont traduits harmonie. Donc voilà, c'est l'ordre rituel. Bon. Ritus en latin. Bon, voilà. Et puis s'ajoute à la série un nom qui est un nom de divinité iranienne, mais qui n'est pas dans le panthéon zoroastrien, mais qui pour autant ne pourrait pas être tenu comme un démon, puisqu'il incarne le principe, évidemment, de la manifestation locale de la vénération des eaux, qui est Warshu, le dieu Oxus, connu abondamment en Sogdiane, en Bactriane, et on l'a c'est un des dieux les plus souvent nommés au Khorezm. Donc, on est dans une onomastique zoroastrienne. Troisième élément qui permet de situer la discussion dans un cadre zoroastrien, les pratiques funéraires. Et là, évidemment, on touche de très près le problème de Kokrilgan Kala. Au Khorezm, on a une utilisation massive des sépultures en ossuaire. Donc on met les os dans des petites boîtes qui sont en général en terre cuite, qui peuvent être aussi en plâtre, en fait assez souvent en plâtre. Donc ces boîtes reçoivent des ossements préalablement décharnés par soit l'exposition aux bêtes carnivores, comme il est prescrit dans l'Avesta, soit, pense-t-on, dans certains cas, tout simplement par un processus plus naturel dans des caveaux. Ce n'est pas non plus incompatible avec les prescriptions rituelles du moment qu'on ne pollue pas la terre. Les ossements, dans le rituel zoroastrien actuel, ne sont pas recueillis. Ils sont mis collectivement dans un puits central, mais, et probablement c'était le cas aussi pour beaucoup d'ossements autrefois en Asie centrale, mais une spécificité du zoroastrisme d'Asie centrale, c'est que assez souvent, ces ossements étaient individuellement recueillis, évidemment, et pourquoi ? Bien, pour attendre la résurrection finale, pour éviter qu'on se réveille au paradis avec une jambe qui n'était pas la sienne. Bien. Donc, on a les sépultures en ossuaire. Alors, elles apparaissent
nos collègues, enfin les archéologues, disons, de l'époque soviétique et leurs successeurs, ont voulu au Khorezm les dater très tôt, avec non pas des ossuaires fabriqués spécialement, mais simplement des jarres qu'on aurait utilisées à cette fin. C'est actuellement mis en cause. On n'est pas sûr qu'il faille vraiment. Eux, ils voudraient remonter jusqu'à l'époque achéménide. On n'est pas tout à fait sûr de ça, parce que le problème avec ces sépultures, ces ossuaires, c'est qu'on les retrouve dans des bâtiments, et on a tendance à les dater par le bâtiment dans lequel on les a retrouvés. Et en fait, on sait très bien que dans certains cas, on pouvait tout simplement réutiliser de manière, pour une destination funéraire, une vieille ruine qui était abandonnée depuis plusieurs siècles. Alors, disons, la diffusion massive de l'ossuaire cassette au Khorezm, c'est comme d'ailleurs partout en Asie centrale, mais un peu plus tôt au Khorezm qu'ailleurs. On est sûr à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Voilà. Mais, on a pour qu'il y ait ossuaire, il faut qu'il y ait décharnement du corps. Et donc, je viens de vous expliquer, il pouvait y avoir des procédures, disons, assez peu spectaculaires, avec l'utilisation de caveaux, bien. Mais il y a aussi le décharnement par les bêtes sauvages. Et aujourd'hui, chez les Zoroastriens, tant d'Iran que d'Inde, enfin aujourd'hui non, parce que, disons, ils sont en train de les abandonner. Mais depuis le XVIIe siècle, on connaît très bien les tours du silence qui ont tellement impressionné les voyageurs, ces grandes tours circulaires où les morts étaient déposés pour être mangés par des vautours. Bien. Eh bien, il se trouve que le Khorezm est la seule région, non seulement de toute l'Asie centrale, mais de tout le monde iranien, où on a une tour du silence antique. Et cette tour du silence, c'est la même que ce qu'on connaît beaucoup plus tard. C'est la tour dite de Chilpuk, pas loin de la Moudaria, sur la rive droite, à environ 70 km au nord de Kokri de Gankala, une centaine de kilomètres. C'est un monument très très massif, puisque il est construit ils ont utilisé un piton naturel. La structure avec cet énorme mur fait 80 mètres de large, 35 mètres de haut, et ça ressemble exactement. Alors voilà une vieille tour du silence abandonnée dans la région de Yazd, c'est à la ville de Cham. Vous voyez, c'est la même. Et non seulement c'est la même forme cylindrique, mais il y a un petit bâtiment à l'entrée qu'on voit ici, flanqué d'un escalier, qui est ce qu'on appelle en Inde, je ne connais pas vraiment le nom en Iran. En Inde, on appelle ça une sagri. C'est un bâtiment où on allume un feu qui en fait regarde vers l'intérieur de la tour du silence de façon à faire fuir les démons. Et par ailleurs, dans ce bâtiment, on dépose le mort. C'est là, en fait, où on fait les adieux aux morts. La procession amène le mort là, le dépose, la famille lui fait adieu, puis les croque-morts le déposent à l'intérieur de la tour du silence. Eh bien, on a ça donc dans les tours du silence actuelles, et on a ça à Chilpuk, vous voyez, il en reste un mur, mais ça suffit pour dire qu'il y en avait une. Voilà, la voici, et en fait, quand on est sur place, elle fait face au grand escalier d'accès à l'intérieur de la tour, dont je vais parler dans un instant, et il y a également une espèce de rampe qui est à côté. Donc c'est exactement ce qu'on a maintenant, ça n'a pas changé. Et alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alors, évidemment, à l'intérieur, il n'y a plus de... Voilà, ça c'est donc les tours du silence telles qu'elles se présentaient. C'est un modèle, disons, que Darmestoter a fait dessiner à la fin du XIXe siècle. C'est la tour du silence traditionnelle telle qu'elle se présentait dans le Gujarat, avec le puits central et des rangées de compartiments où les morts étaient déposés, en fait attachés, nus ou revêtus. Non, en fait, ils sont amenés dans un linceul, puis dénudés,
et il faut à peu près 1 heure au vautour pour le transformer en squelette blanc. Et ensuite, les os sont remis dans le puits central. On entrait par ici, en portant la bière, alors là, le dessin ne fait pas apparaître la sagrie, le petit bâtiment qui se trouve un peu à côté. Eh bien, à Chilpeak, il y a les compartiments intérieurs, et voici votre serviteur, l'année dernière, qui attend les vautours. Voilà, lesquels fort heureusement ne sont pas venus car ils n'existent plus dans la région. Mais ouais, c'est à la taille d'un corps. Oui, alors, voilà, les dessinateurs de l'expédition Colt-Tolstoff ont fait un dessin un peu grand guignol des morts déposés dans les compartiments avec le vautour qui arrive, mais c'est certainement très très proche de la réalité. Et alors voilà les ossuaires cassettes, mais tels qu'ils vont apparaître plus tard. Car le monument de Chilpeak, c'est ce qui est important à dire, il est un peu plus tardif que Cockerill-Gann-Callaz, probablement les premiers siècles de notre ère. La céramique des Remblais est datée, dite Kushan dans l'ancienne terminologie de l'expédition, c'est daté 1er, 4e siècle. Mais à côté de Chilpeak, enfin à côté, pas loin, il y en a un autre qu'on distingue, et en fait sur les photos aériennes, on voit que c'était aussi une autre tour du silence, parce qu'on voit le grand cercle central, et l'idée peut surgir que c'en était le prédécesseur. Or, on sait, c'est une prescription qui est consignée dans l'Avesta, ces tours du silence, donc, dont le terme technique est dharma, au bout d'un certain temps, il faut les détruire. Il faut les détruire, il faut les reconstruire. Et c'est d'ailleurs ce qui se faisait traditionnellement chez les Zoroastriens d'Iran. Parce que ce sont des lieux qui canalisent l'impureté. Donc au bout d'un certain temps, quelles que soient les précautions rituelles prises, ce sont des endroits souillés. Et il faut les abandonner, les fermer et les reconstruire. Voici. Donc, alors, ce qui est assez intéressant avec cette tour du silence du Khorezm, c'est que elle est vraiment, comme je vous l'ai dit, énorme, et il y avait vraisemblablement la place, voilà les compartiments tels qu'on les voit encore là, à l'intérieur. Il y avait la place pour au moins plusieurs dizaines de corps simultanément, si ce n'est davantage. Donc, c'est une organisation funéraire centralisée. C'est pas privé, c'est pas familial, c'est même pas villageois. C'est à l'échelle du pays. Le Khorezm a pu fonctionner avec peut-être pour tout le pays deux ou trois édifices comme celui-là. Et d'ailleurs, il existe, les archéologues ont recueilli des traditions selon lesquelles effectivement, jusqu'au début de l'époque islamique, les défunts étaient amenés d'assez loin dans la tour du silence de Chilpeak. Alors, quelque chose qui fait un peu teinter l'oreille du point de vue zoroastrien, c'est qu'ils étaient amenés par bateau. Et en principe, on ne peut pas porter un mort dans un bateau parce que ça risque de contaminer les eaux. Mais au Khorezm, si on est sur la rive gauche et qu'on veut aller sur la rive droite, on n'a pas le choix. Il est impossible, étant donné la largeur du fleuve, de construire des ponts. Donc c'était la seule solution pour amener les corps. Alors, partant de tout ça, donc des incertitudes que j'ai évoquées à propos de Cockerill-Gann-Callaz, et l'arrière-fond tout de même certainement zoroastrien de la région à cette époque, on peut envisager 3 solutions possibles pour le grand monument de Cockerill-Gann-Callaz. Au moment où je vous parle, je n'ai pas arrêté mon choix. Ça pourrait être effectivement un monument funéraire royal. Alors on pourrait dire, bon, à l'époque concernée, les rois du Khorezm ont une affiliation officielle zoroastrienne, mais ils ont des attaches nomades, ils ont des racines dans le monde de la steppe, ils gardent certaines traditions ancestrales.
et donc se font enterrer avec un riche mobilier funéraire, sauf que ce riche mobilier funéraire, encore une fois, on n'en a rien retrouvé du tout. Voilà. Et on a pu supposer que pour les souverains parthes, ça aurait pu être la même chose. Alors, une autre possibilité, c'est que Coïcrilgan-Kala soit un monument royal, si on veut, ou un monument funéraire d'un chef, mais pas du roi. Mais pas du roi. On pourrait imaginer la coexistence d'une royauté centrale, qui, elle, pouvait à ce moment-là être zoroastrienne, et de chefs inféodés en position frontalière. Or, Coïcrilgan-Kala, effectivement, se trouve sur la limite sud-est, face au monde de la steppe. Troisième possibilité, c'est que ce n'est pas du tout un monument, c'est que ça n'a jamais été un monument funéraire, que c'est une forteresse avec des magasins, des grands dépôts, et puis il devait y avoir une partie résidentielle en haut dont il ne reste plus rien. À ce moment-là, le terme qui vient à l'esprit, par analogie avec ce qu'on a dans le monde iranien à d'autres périodes, c'est Ganzak, c'est-à-dire le trésor. Mais Ganzak est un mot iranien qui veut dire à la fois trésor et arsenal. Et les villes qui s'appellent Ganzak, qui viennent de cette racine Gazaka, se trouvent comme par hasard dans des positions frontalières toujours. On a Razni, à la frontière sud-est du monde iranien, on a Gazaka au nord-est de Samarcande, prise par Alexandre, on a Ganje en Azerbaïdjan, et on en a encore 2 ou 3, et c'est toujours en position frontalière. Alors, une question que... Et on a retrouvé ce nom dans les textes de fondation d'une petite colonie sogdienne au Kazakhstan, complètement très loin sur le front des steppes, le nom m'échappe maintenant, Kultobé. Et le lieu est désigné sous le terme de Gans. Donc c'est pareil, probablement un arsenal, un fort frontalier qui pouvait à ce moment-là contenir un dépôt d'armes, éventuellement des réserves de nourriture, etc., ce qui était nécessaire pour lancer des campagnes plus éloignées. Ça aurait pu être la fonction de Coïcrilgan-Kala, mais malgré tout de même avec un décorum assez impressionnant, comme on a pu le voir. Alors, il était nécessaire que je déblaye la question d'un certain nombre de sites de la période antique avant d'en venir à l'œil du cyclone, c'est-à-dire la capitale, peut-être l'une des capitales. C'est parce que cette capitale, elle est en train d'être découverte, de surgir sous nos yeux, c'est Akçakan-Kala. Et il faut évidemment avoir une idée de ce que des connaissances qui étaient acquises avant cette découverte sur la situation à la fois archéologique et religieuse du Khorezm à cette époque. Alors, donc, je l'ai signalé la dernière fois, à cette même époque, donc 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, on voit pour la première fois apparaître de grands sites. Voilà, il y a 2 grands sites qui apparaissent et qui ont... alors, j'ai dû mettre... il faut que je remonte peut-être à la carte. Là, ils se ressemblent par le plan et ils sont en position, l'un central. PowerPoint bloque un peu. Voilà.
voilà. On a Bazar-Kala qui est, alors je veux dire, comme Koikrilgan-Kala, pas loin de Koikrilgan-Kala, vous voyez, et sur la frontière est, et puis on avait donc vu le cas de Jambas-Kala qui est clairement une garnison frontalière, donc peut-être une capitale excentrée, Bazar-Kala, un fort frontalier, Jambas-Kala, et un monument, soit funéraire, soit un grand dépôt militaire également en position frontalière ici. Et puis, donc ici, la capitale elle-même, Astrakhan-Kala. Akcharan-Kala. Ils ont... le plan est assez semblable. Dans les deux cas, on voit bien que soit ces deux sites ont été contemporains l'un de l'autre, soit ils se sont suivis à faible intervalle. Ce sont des enceintes carrées qui enferment elles-mêmes une enceinte carrée. Voilà, on va les voir ici. Bazar-Kala, voilà, qui fait à peu près une trentaine d'hectares, enceinte carrée. Il n'a jamais été fouillé. Enceinte carrée, autre enceinte carrée et quelque chose au milieu. Une forte concentration de céramique, un monument. Et on va voir qu'à Akcharan-Kala, on a la même chose. Et voilà Akcharan-Kala avec donc grande enceinte plus petite, et là, on commence à savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, le site fait à peu près 52 hectares au total, 47 hectares, ce qui n'est pas grand par rapport aux grandes villes fortifiées de l'Asie centrale méridionale, mais qui est grand pour le Khorezm. Alors, on va avoir donc le temps de commencer à aborder ce site. Voilà. Voilà. Pour mettre en mode écran, oui. Non, c'est pas ça. J'arrive pas. Oui, je vois, j'ai trouvé. Voilà. J'utilise. Il se trouve, on a la chance que pour. Je viens de. Enfin, je donnais avec la directrice australienne de la mission d'Akcharan-Kala, Alison Betts, une conférence il y a 2 jours à New York sur ce site, et elle a préparé un PowerPoint beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus beau que ce que j'arrive à faire avec mes misérables compétences. Donc je l'ai utilisé comme base en le complétant avec quelques documents que j'ai rajoutés. Voilà. Donc les auteurs de la présentation, parce que ce PowerPoint est en fait le support donc, de cette conférence, qui était elle-même le résumé d'un article qui va paraître dans à peu près peut-être dans 1 an dans une revue à New York où il y aura les toutes dernières découvertes. Il existe déjà un article synthétique sur les travaux de la mission australo-Karakalpak et les premiers résultats obtenus à Akcharan-Kala. Cet article est en français. Il est paru dans les comptes rendus de l'Académie des inscriptions, je crois, en 2010. C'est facile à trouver en consultant le site Percé. Le nom des auteurs, c'est donc Fiona Kidd et Alison Betts. Je constate, Alison Betts n'a pas mis son nom, mais elle a dû le mettre sur une autre image. Donc, les autres co-auteurs du programme sont Vadim Yagodin, l'un des derniers survivants de l'équipe de Tolstov, et qui ont
dont il est la mémoire vivante et qui est donc co-directeur de la mission. Moi-même, donc, dont la collaboration a été demandée pour un point bien spécifique qui est l'interprétation religieuse d'un certain nombre d'images. Michele Minardi, dont je vous ai déjà parlé, qui est en train de publier sa thèse, qui est une reprise extrêmement argumentée de toutes les questions relatives à l'histoire du peuplement et à la chronologie des sites du Khorezm jusqu'au 1er siècle de notre ère. Fiona Kidd, qui a beaucoup participé à l'étude des peintures et qui est l'auteur d'une partie d'ailleurs des superbes images 3D qui sont ici, et les deux restaurateurs dont la contribution, vous allez le voir, a été absolument décisive. Sans eux, on ne pourrait rien dire sur les peintures. Alors, voilà le site tel qu'il se présente, dans une zone qui est actuellement désertique, et voilà les remparts d'Aksharankala. C'est vraiment le désert typique du Khorezm, avec une croûte assez salée, des buissons de tamaris. C'est la dernière oasis fossile du Khorezm. Tout le reste, c'est l'état dans lequel Tolstov avait trouvé la quasi-totalité du Khorezm, et puis peu à peu l'irrigation moderne a gagné. Donc ce n'est pas du tout le genre de paysage que vous voyez ailleurs, mais cette oasis, donc sur une des branches de canal la plus proche en fait de la Moudaria, au nord de la capitale médiévale, dont le site s'appelle actuellement Biruni, puisque c'est là où est né Al-Biruni. Cette oasis n'avait pas été remise en culture et commence à l'être très progressivement. Elle ne le sera sans doute jamais très intensivement, puisque, comme vous le savez tous, le Khorezm a plutôt actuellement un problème de déprise agricole qu'un problème qu'une dynamique de conquête de nouveaux terroirs. Voilà une vue Google. Donc vous avez la mer d'Aral, ou plutôt ce qu'il en reste, qui est divisée en 3 lacs. Le cours de la Moudaria ici. Le Khorezm de rive droite, dont Aksharankala est en fait, dans lequel Aksharankala occupe une position relativement centrale. Les sites frontaliers dont j'ai parlé, la Jambaskaya Kala, Koikrilgan Kala, se trouvent là sur le front de la steppe. La grande montagne du Sultan Ouizdag, qui est la principale montagne du Khorezm, qui a servi en fait de dépôt collectif d'ossuaires, lesquels ramassaient les os dans la tour du silence de Tchelpek, qui doit se trouver exactement ici. Donc, tout ça, c'est un système coordonné à l'échelle d'un pays, ou du moins de la moitié d'un pays. Le Khorezm de rive gauche, très intensément remis en culture, c'est là où se trouve, c'est là en fait où la vie du Khorezm s'était rétractée après les dévastations de l'époque de Gengis Khan et Tamerlan, Khiva, Urgench, et puis donc au-delà de la photo, ce dont je vous avais parlé dans les premiers cours, la dépression du Sarikamish, qui dans certains cas a été un effluent de la Moudaria, et avec le cours fossile de l'Ouzboy qui se jetait, voilà, on le voit ici, qui se jetait dans la Caspienne. L'oasis en fait, le nom de l'oasis, c'est Tashkirman, c'est le nom d'un autre site, mais c'est l'oasis d'Aksharankala telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire, vous voyez, avec une remise en culture, tout de même des petits canaux, mais une remise en culture encore, qu'on devine récente et encore assez modeste. La vie pastorale, les maisons sont toujours en briques crues. La vie pastorale garde. Alors les melons, les meilleurs melons, comme chacun sait, ne poussent pas dans les terres irriguées, mais dans les terres sèches. La vie pastorale, alors c'est toujours assez amusant quand on croise des vaches dans ces régions, de lire les considérations de certains historiens du zoroastrisme au XIXe siècle qui méditaient profondément sur le rôle du bœuf dans les gathas de Zarathustra, considérant qu'il
et qui cherchait absolument des régions du monde iranien où l'homme pouvait vivre de l'élevage bovin. Et il pensait qu'il n'y en avait pas, sauf peut-être le Sistan. Ben, on voit en fait qu'il y en avait beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Voilà. Alors, le nom ancien le site actuellement, le nom officiel est Akçakhan Kala. Apparemment, Akçakhan, c'est un héros légendaire des Karakalpak. Mais en réalité, le site sous lequel il est connu dans les premières publications, ça peut être trompeur parce que jusqu'il y a 2 ans, c'était toujours publié sous l'autre nom, c'est Kazakli Yatkan. Mais ce nom ne peut plus être utilisé aujourd'hui parce qu'il a la fâcheuse caractéristique de contenir le nom des Cosaques. En fait, ça veut dire le campement des Cosaques. Et dans l'Ouzbékistan indépendant, il n'est pas trop bien vu de faire allusion aux Cosaques. Voilà donc Jambaskala, le fort, la garnison frontalière dont on a parlé, Kokrilgan-Kala, dont j'ai terminé de parler aujourd'hui, la montagne du sultan Ouizdag, qui en fait elle amène un rétrécissement du cours du fleuve, et c'est précisément donc à cet endroit, un petit peu plus loin, que se trouve la grande tour du silence. Une réserve naturelle, puisqu'on essaie actuellement de réintroduire ou de préserver une faune de forêt-galerie qui avait été autrefois, une faune qui avait été autrefois très riche, qui a été presque entièrement exterminée. Alors, on va voir ça en fait la prochaine fois, parce que certains de ces animaux, on les reconnaît sur les peintures d'Akçakhan Kala. Malheureusement, il y a un animal qui a joué un rôle assez important en Asie centrale, mais qui a disparu en 1973, c'est le tigre. Le dernier tigre d'Asie centrale est aujourd'hui empaillé au musée de Noukous. Et là, il n'est pas question actuellement de réintroduire les tigres. Voilà une vue générale du site. Donc je vous ai déjà évoqué la répartition, ville basse, ville haute et ensemble cérémoniel, c'est le terme qu'on emploie actuellement, puisque on évite de dire palais, on évite de dire temple. Donc ensemble cérémoniel, bah oui, bon, pourquoi pas. Ce site est lui-même, donc il y a en plus un mur bouclier au nord, mur qui n'était pas seulement destiné à préserver de l'empiètement des sables, mais qui avait des meurtrières. Donc il pouvait avoir une fonction défensive éventuellement. Et au nord coule la branche du canal. Et vous voyez, il y a une zone suburbaine. Voilà plus précisément l'équipe de fouille. Donc la ville basse. Alors le site s'est constitué progressivement. Il semblerait qu'au départ, il y a eu donc cet ensemble qu'on appelle l'ensemble cérémoniel. Il avait ses propres tours, et on voit qu'il n'est pas aligné sur le reste. Donc on pense, et le carbone 14 semblerait indiquer qu'il est effectivement plus ancien que tout le reste. Et puis après, ça s'est densifié autour. Ils ont fouillé cette partie, mais en fait, c'était construit tout autour. On construit la ville haute. Donc là, voilà le mur bouclier à l'avant, la ville haute, vers. Alors, je vais évoquer les datations carbone 14. Enfin, ça donne comme résultat, assez sûr, fin 3e et première moitié du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et cette ville haute bénéficie d'une architecture militaire extraordinairement en progrès par rapport à tout ce qui a précédé. Bon, certaines caractéristiques existaient, le fait que le rempart est creux, qu'il y a beaucoup de tours et beaucoup de meurtrières, qu'il y a un système de barbacanes. Ça, les barbacanes, on les a vus en fait pour tous les sites de cette période dite antique 2, contemporaine de l'époque hellénistique au sud. Mais là, on a vraiment des caractéristiques alors je sais que
tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée dans l'équipe de fouilles, mais moi je suis persuadé que certains traits de l'architecture militaire ne peuvent s'expliquer que par l'intervention d'ingénieurs militaires venus des grandes monarchies sédentaires du Sud, soit l'Empire parthe, soit le royaume gréco-bactrien. Les tours s'élevaient jusqu'à 8 mètres de haut. Le rempart à galerie a une largeur, je crois, très très importante, au total une largeur de 6 mètres. Et il était à 2 étages, alors ce n'était pas voûté, mais c'était couvert avec un plancher, donc ils pouvaient on voit qu'ils avaient accès à des troncs assez importants. Et puis alors surtout, il y a un mur en avant, c'est la technique que les Grecs appellent le protéikisma, le mur de protection avancé, mais ce n'est pas seulement un talus. C'est un vrai, il a été étudié par Sven Helms, qui est décédé maintenant et qui était un grand spécialiste de l'architecture militaire. Le protéikisme, c'est un véritable deuxième rempart. Il y a un dallage de briques en élévation, il y avait un mur, c'était couvert par le haut, donc c'était un véritable deuxième rempart, et en avant du protéikisma, il y avait un double fossé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une architecture qui n'est plus destinée uniquement à protéger contre des invasions de peuples nomades, d'archers, hein, et qui est destinée à protéger contre des gens qui ont des machines de siège. Le but du protéikisma, c'est d'empêcher les catapultes et les béliers d'arriver au pied du rempart, ou de fournir une défense avancée. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Ça n'est connu nulle part ailleurs. Alors, l'enceinte extérieure a été ajoutée ensuite, mais pas tellement longtemps après. Et vous voyez, bon, alors que contenait la question récurrente quand on parle de ces villes fortifiées d'Asie centrale? Très bien, il y a des remparts, c'était enfermé, mais ça contenait quoi? Où est la ville? La question se pose ici aussi. Ce qu'il y avait dans l'enceinte basse, on n'en sait rien. On n'en sait rien, ça n'a pas été fouillé. On pourrait supposer, à la lumière de tous les sites qu'on a déjà vus avant, sauf les plus petits, que ça n'était pas densément occupé et qu'en fait c'était destiné à servir de refuge à des populations de l'extérieur en cas de danger. L'enceinte haute, là, oui, c'est quand même plus dense. On a donc le complexe cérémoniel sur lequel je vais concentrer mon attention la prochaine fois. On a ce qui semble être un fort qui occupe cette partie sud-ouest et qui plus tard est resté la seule partie occupée du site, jusque assez tardivement, jusque vers l'époque de la conquête arabe. Et on a un énorme monument qu'on appelle le monument central, qui est exactement au milieu, dont je ne vais pas vous parler maintenant. Je vais vous en parler la prochaine fois. Oui, il est là. Il est en train d'être fouillé et publié. Et ensuite, j'en viendrai aux questions, évidemment, au noyau dur, c'est-à-dire la partie proprement cérémonielle. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la suite de la présentation de ce qu'on peut maintenant appeler la première capitale du Khwarezm.